Une des raisons principales pour laquelle c'est important d'investir dans l'immobilier, c'est aussi de lutter contre l'inflation. Il faut comprendre que les salaires augmentent moins vite que l'inflation. L'immobilier, c'est aussi le goût du sacrifice. Le bien que j'ai aujourd'hui, il a pris naissance il y a 10 ans quand je me privais de certaines sorties, quand je me privais de certaines opulences, quand je me privais de certains vêtements, quand je me suis privé d'un certain type de véhicule. Ça a commencé à ce moment-là. Il ne faut jamais investir sur quelque chose que vous n'avez jamais vu. L'illusion que c'est la seule bonne affaire et qu'après il n'y en aura plus, ça n'existe pas. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Immobilier d'Afrique, votre podcast dédié au secteur de l'immobilier sur le continent africain. Aujourd'hui, je me trouve en Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir de recevoir François Junior, que l'on surnomme Dem, qui est un expert de la gestion des risques, qui a une très belle expérience dans les métiers de l'immobilier aussi, et qui va nous faire partager l'envers du décor des aspects liés à l'assurance, à l'investissement immobilier, nous parler un petit peu de la Côte d'Ivoire et plein d'autres surprises. Donc sans plus attendre, François Junior, Dem, comment vas-tu ? Je vais très très bien, merci. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation de participer à Immobilier d'Afrique, Bien j'apprécie. Bien sûr. Et on va partir sur un petit voyage avec pas mal de questions sur le métier de l'assurance, votre expérience dans l'immobilier et plein d'autres astuces qui pourront être utiles à ceux qui nous regardent. Donc on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes et nous dire qui es-tu ? Très bien, Bakou François Junior, né aux États-Unis d'une mère américaine et d'un père ivoirien. Ensuite, après les États-Unis, je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai vécu ici plus d'une dizaine d'années. Ensuite, on a vécu en France, où j'ai continué tout mon cursus. Ensuite, je suis revenu en Afrique à partir de 2013. Et depuis ça, je vis entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Super, on voit que tu as beaucoup voyagé, Ouais. tu as une expérience assez riche, donc ça va être hyper intéressant de voir les différentes approches en fonction des pays. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur l'entreprise familiale, Très qui je bien. pense est orientée très largement dans le secteur de l'assurance. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous raconter les grandes lignes de l'entreprise familiale ? Très bien. L'entreprise, la holding familiale, c'est une holding financière qui est basée au Sénégal. Nos principales activités sont l'assurance, donc l'assurance non-vie, donc l'assurance dommage, l'assurance vie également. Et nous sommes aussi dans la construction, c'est-à-dire que nous construisons nous-mêmes et gérons les actifs. Donc c'est-à-dire que nous sommes un gestionnaire d'actifs, à la fois d'actifs réels, donc immobiliers, et irréels, c'est-à-dire tout ce qui est retraite. Ok, c'est la première fois que j'entends le terme assurance non-vie, parce Ouais. que je connaissais le terme d'assurance vie. Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'assurance non-vie déjà ? Mhm. Quels sont les principaux aspects que vous assurez Mhm. et quels sont les risques que vous gérez dans ces assurances non-vie ? Ok, dans les assurances non-vie, on appelle ça également assurance dommage. Donc, c'est-à-dire que nous, on va venir apporter une protection financière contre les aléas de la vie. Que ce soit, on assure aussi bien les particuliers que les professionnels. Au niveau des particuliers, nous avons les assurances de biens et les assurances de personnes. La différence étant que l'assurance de personnes, vous allez venir assurer l'assurance santé, par exemple, ou tout ce qui est individuel accident pour un événement sportif ou autre. Vous allez par la suite avoir tout ce qui est assurance de biens, où là, on va venir assurer le véhicule ou l'habitation. Donc ça, c'est vraiment la différence où assurance vie, voilà, c'est en cas de vie ou en cas de décès. Excellent. Alors, nous, ce qui va nous intéresser pour cet épisode, Mhm. bien sûr, ça va être la partie assurance non-vie pour tout ce qui est dommages liés à l'immobilier, donc autour des assurances, autour de l'habitation. Donc, on va en parler dans un instant. Mais également, on parlera du rôle d'investisseurs immobiliers, des assureurs, Mhm. qui sont, entre guillemets, presque obligés d'investir dans l'immobilier aussi, afin de garantir aussi la sérénité financière et la fiabilité financière et aussi maintenir l'agrément d'assureur. C'est ça. Donc, on va parler de tous ces aspects. Commençons par l'assurance non-vie. Mhm. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a investi dans l'immobilier en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, s'agissant de l'assurance de son bien? Souvent, c'est un sujet dont on ne parle pas. Mhm. On ne parle pas du fait d'assurer son bien. On se dit, bon, je suis propriétaire, j'ai les clés, charge à mon locataire de prendre son assurance habitation. Qu'est-ce que tu recommanderais à un propriétaire vis-à-vis de ça ? Et y a-t-il une
raison particulière pour laquelle les gens ont une méconnaissance liée à l'assurance de leurs biens lorsqu'ils sont propriétaires? Très bien. Je vais commencer par la seconde question Oui, pour répondre à la première. C'est-à-dire, c'est un manque de vulgarisation, c'est un manque d'éducation. À partir du moment où c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que la seule assurance qui est obligatoire, c'est l'assurance automobile. Tous les autres ne sont pas obligatoires. effectivement. Donc, l'assurance habitation, multirisque habitation n'est pas obligatoire. L'assurance RC décennale n'est pas obligatoire. Bon, pour ceux qui ne savent pas, voilà, quand on dit RC décennale, ça vient couvrir tout ce qui est défaut de construction sur un bien. Okay. L'assurance habitation couvre tout ce qui est dommage qui peut survenir, que ce soit un incendie, un vol, un dégât des eaux. L'assurance vient couvrir et vient apporter une protection. Donc, pour répondre à ta première question, ce qu'un propriétaire devrait faire, c'est-à-dire un conseil que je peux donner, c'est vraiment obligatoire, obligatoire, obligatoire. Je ne peux pas insister plus d'être assuré. Ok, C'est-à-dire, même si on ne vous l'impose pas, pour votre propre tranquillité, assurez-vous, prenez l'assurance habitation, prenez d'abord la RC décennale, c'est-à-dire qu'une fois que le chantier il est fini, tout ce qui est défaut de construction qui peut venir du promoteur ou du constructeur, c'est couvert. Ça évite que si vous avez un problème, on se retrouve dans un no man's land juridique où moi je te dis que c'est toi qui dois payer et moi je te dis que non et ainsi de suite et ainsi oui, de suite et au final ça reste là. oui, Et que c'est d'ailleurs ce que vous retrouvez sur pas mal d'immeubles, sur pas mal d'immeubles, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Il n'y a pas d'assurance de RC décennale, donc dès qu'il y a un problème, ben, c'est au fur et à mesure, avec les cotisations du syndic, qu'on essaie de régler petit à petit. Alors que s'il y a cette protection-là qui est en place, ben, ça vous permet de déjà gérer votre activité sereinement. Et en cas de souci, même si on ne le souhaite pas, on dit que dans notre métier, on dit que le risque zéro n'existe pas. effectivement. Mais c'est quand il y a un problème qu'on m'appelle. Voilà, si vous voulez. Donc vraiment, obligatoire les deux, c'est-à-dire RC décennal et souscrire à l'assurance habitation. Bien sûr. Et dans ton expérience d'assureur, Mhm, quels sont les dommages les plus courants mhm, auxquels tu es confronté mhm. et quelles sont les raisons les plus courantes pour lesquelles vous êtes amené à vous intervenir en tant qu'assureur? Très bien. Bon, c'est vrai que l'assurance, on va dire, a été conceptualisée en Occident. Mais c'est vrai que si tu veux, euh, par rapport au type de construction, c'est différent. En Occident, que ce soit en Angleterre ou en France, il y a eu pas mal de sinistres, pas mal de grands incendies, ok, donc qui ont modulé les comportements, qui ont fait que l'assurance habitation est obligatoire. Ce qu'elle couvre d'abord, c'est l'incendie. Ok. Ici en Afrique, on a moins d'incendies. Dieu merci. Voilà, On touche du bois. voilà, on va toucher du bois, mais on n'a pas ces grands incendies. Mais on est confronté, on peut avoir des vols. Voilà, pour avoir des vols, que ce soit dans un immeuble, dans une maison. Pouvez avoir un dégât des eaux. Euh, voilà, chaque année, avec les pluies, que ce soit ici même ou au Sénégal, il y a toujours des soucis. Donc, en cas de dégâts des eaux, en cas de dégâts électriques. Je dirais que là où personnellement j'ai eu le plus à intervenir, c'est en cas, bon, je dirais pas où, voilà, on va fâcher personne. C'est plus au niveau des dégâts électriques, de tout ce qui est délestage au niveau de l'électricité. C'est-à-dire que le courant se coupe et quand il revient, quand la charge elle remonte, il y a des appareils qui sont grillés. Ça peut être le téléviseur, ça peut être le frigo, le congélateur. Et souvent, voilà, il y a une bonne période où on devait intervenir de ce côté-là. Donc voilà, heureusement que nos clients étaient assurés chez nous à ce moment-là. Bien sûr. Et du coup, vous, en tant qu'assureur, Mhm. quand vous devez faire les premières estimations de combien va coûter la prime d'assurance pour un particulier, par exemple, Mhm. quels sont les critères les plus importants qui jouent Mhm. pour faire évoluer à la hausse ou à la baisse? Bien sûr que nous, on aimerait que la prime d'assurance soit le moins chère possible, Oui. mais à la baisse pour le particulier. Qu'est-ce que tu regardes en premier et quels sont aussi ce qu'on appelle les red flags, vraiment les alertes rouges? Euh, Écoutez, en tant que gestionnaire de risque, il y a pas de. En fait, on peut tout assurer. Tout dépend si on a le bon dispositif. Je dirais que dans une habitation, ça va dépendre. Est-ce que c'est un immeuble ou est-ce que c'est une maison? C'est pas la même typologie de risque qu'on va dire. Traditionnellement, un assureur va regarder
Si c'est une maison, on va dire, il va regarder la localité, va regarder la sécurité dans le quartier, va regarder si le véhicule, est-ce qu'il y a un parking? Voilà. Est-ce que le véhicule se gare à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur? Va regarder au niveau de la maison le dispositif de sécurité, que ce soit de la maison ou du quartier. Parce que bon, il y a pas mal de cités résidentielles, hein, comme ici. Qui sont fermées, bien sûr. Qui sont fermées. Quel est le dispositif de sécurité dans le quartier? Donc, si on va dire une maison individuelle, est-ce qu'il y a un vigile? Est-ce que c'est un vigile professionnel ou un non professionnel, on va dire. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va regarder. Le red flag, c'est vraiment où, que ce soit habitation ou même entreprise, où on arrive et il y a zéro dispositif de sécurité. C'est-à-dire qu'on arrive, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de vigile. Voilà. Donc, nous, tout de suite, comme on a notre historique, on se dit, oulala, si j'ai un problème ici, ça va être un gros problème. Donc, est-ce que le client, je peux l'accompagner? Parce que ça, c'est quelque chose que nous faisons depuis une dizaine d'années maintenant. C'est-à-dire que le client, on n'est pas juste assureur pour la prime, c'est-à-dire qu'on vient, on l'accompagne. On dit, OK, on a des ingénieurs en interne qui vont faire les visites de risque. On va dire, je vais prendre l'exemple des tout ce qui est usine, parce que c'est notre spécialité, tout ce qui est industriel. Il va aller sur le site, regarder le dispositif qui est en place. Et là, justement, on va lui dire, OK, si tu veux faire baisser ta prime, OK, mets tel dispositif en place. C'est-à-dire que mets un extincteur par étage. Mais est-ce qu'il y a le plan d'évacuation en cas d'incendie, et ainsi de suite. Donc tous ces points qu'on va dire, comme dans l'automobile, tout ce qui est bonus-malus, c'est tout ça qui va... c'est tous ces éléments qui vont faire baisser la prime de gros risques où nous, on doit se couvrir versus un risque qui est maîtrisé. Donc, si je reviens à ta question, une habitation, c'est vraiment ça. C'est vraiment la localité, le niveau de sécurité. Est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'il y a un vigile? Voilà. Très intéressant. Pour rester sur la partie maison, je te pose une question large. De ton expérience, est-ce vraiment utile d'avoir un gardien qui sécurise ta villa? Est-ce que ça prévient de certains risques? Est-ce qu'il y a parfois un vrai intérêt en cas d'intervention s'il y a une agression en cours ou une tentative de cambriolage? De ton expérience, as-tu eu des cas où vous êtes dit c'est très pertinent, ou tu te dis bon, ça dépend des cas? En Afrique, en tout cas, de mon expérience en Côte d'Ivoire et au Sénégal, c'est toujours important d'avoir un vigile, voilà, pour dissuader. Parce que en fonction de la personne, c'est-à-dire, c'est pas on n'a pas directement accès à l'habitation de la personne en Occident. Ici, les maisons sont en bord de route. Donc, n'importe qui passe, s'il n'y a pas de dispositif, comme on dit ici, s'il voit une opportunité d'affaires, s'il a juste à escalader, bon. Bon. Bien sûr. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose que nous aussi, on va regarder. Moi, je vais regarder sur une maison, je vais regarder au niveau du mur. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Est-ce qu'ils ont mis des fils électriques? Est-ce qu'ils ont mis des verres qui sont cassés? Enfin, qu'est-ce qui a été mis en termes de dispositifs de dissuasion? Mais s'il n'y a rien, que je me dis que bon, n'importe qui peut venir escalader, rentrer, sortir, ça devient compliqué. Excellent. Et dans ton expérience, quels ont été les mécanismes de dissuasion et l'arsenal de sécurité qui a été le plus efficace pour limiter les risques de vol, de cambriolage, etc. Je dirais que les sociétés de gardiennage. Les sociétés de gardiennage, parce que les sociétés de gardiennage ont des forces d'intervention rapides avec des bips qui font que s'il y a un problème, si le vigile ne répond pas, il y a l'intervention rapide. En quelques minutes, ils sont là. C'est des paramilitaires, le font le plus souvent. Donc ça, c'est le fait d'avoir une société de gardiennage professionnelle, c'est un élément qui est dissuasif. Oui, plus que quelqu'un, un non professionnel. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ça. Ouais. Parce que souvent, on te dit, bon, je connais le gardien, c'est quelqu'un qui est avec nous depuis longtemps, on l'emploie directement, il est presque un membre de la famille. Et ça, pour vous, certes, c'est dissuasif, mais ce n'est pas autant efficace que des paramilitaires qui, eux, ont une structure d'intervention de secours au cas où si le gardien est dépassé, par exemple. Oui, ça, c'est pas du tout dissuasif. Ça, c'est...
faire du social. Enfin, excuse-moi de dire ça. C'est-à-dire que, je veux dire, même si la personne en emploie depuis longtemps et que la personne fait bien son travail et que la personne est dévouée pour vous défendre, il y a une différence entre des professionnels dont c'est le métier plutôt qu'une personne que vous voulez employer. C'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vous pouvez avoir un système, mais je conseillerais à tout le monde d'avoir une société de gardiennage. Et d'ailleurs, ça même, ça a évolué depuis le temps, depuis ma jeunesse en Côte d'Ivoire, on va dire. Dans ma jeunesse, on a commencé, tout le monde avait, on va dire, le vigile, enfin, on va dire le vieux, qui était là depuis longtemps, qui nous a vu grandir, tout ça, qui était là depuis longtemps. Et petit à petit, avec l'insécurité qui est montée, faut pas oublier qu'on a connu des crises ici, donc il y a beaucoup d'armes en circulation, et donc petit à petit, tout le monde a basculé sur des sociétés de gardiennage, donc que ce soit des maisons ou que ce soit des immeubles. Voilà, c'est professionnel. Je comprends tout à fait. J'aimerais faire maintenant le même parallèle avec le fait d'assurer les appartements ou surtout les immeubles. Au niveau des immeubles et des édifices à plusieurs étages, construction verticale, quels sont là les critères clés que tu regardes avant d'assurer et quels sont aussi les red flags ou les zones d'inquiétude qui feront que tu te diras là, attention, madame ou monsieur, votre bien est à risque et avant de l'assurer, on aimerait vous faire quelques recommandations. Ça dépend si c'est le propriétaire qui vient me demander d'assurer son bien. Si c'est le propriétaire qui vient me demander d'assurer son immeuble, par éthique professionnelle, nous sommes obligés d'envoyer des ingénieurs sur place, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et que lorsque nous, on va faire notre évaluation, on va regarder dans la structure, au niveau de la structure de l'immeuble. Parce que ça nous permet d'anticiper les dégâts futurs. On va regarder au niveau de la structure, au niveau du type de construction. On va regarder au niveau des finitions, on va regarder au niveau des fondations. On va surtout regarder au niveau des canalisations et des branchements électriques. Essentiel, bien sûr. Pourquoi? Parce que au début, enfin tout à l'heure, je t'ai parlé de dégâts des eaux et de dégâts électriques. Ben, ça commence au niveau de la construction. Comment c'est construit? Est-ce que celui qui a construit a bien fait les choses, a tout mis au bon endroit, ou est-ce que ça a été fait à la va-vite pour couper des coûts? Ça, c'est la chose qu'on va regarder. On va regarder au niveau des canalisations. Vraiment, si c'est bien fait, si le travail a été bien fait, si c'est correct. Et c'est vraiment en fonction de ça que nous, on va assurer, on va proposer une cotation au propriétaire pour le couvrir en cas de besoin. Mais en l'accompagnant, c'est-à-dire qu'on lui dit, bon, c'est ça, on lui donne le prix au début, bon, il râle un peu, on lui dit, bon, chef, si tu veux que ça baisse, tu dois faire attention à X, Y, Z, parce que ça peut arriver problème 1, 2 ou 3. Ok. Et avec ces travaux correctifs, on peut espérer des réductions significatives de son coût d'assurance quand on est un propriétaire d'immeuble ou propriétaire d'appartement? Bien sûr. Okay. Bien sûr. Par exemple, je te donne un exemple. Si le propriétaire a souscrit à sa RC décennale, qui protège en cas de défaut de construction, ben, écoute, si le constructeur a mal fait son travail de ce côté-là, ben, il n'a pas à lui décaisser de sa poche pour corriger ça. C'est-à-dire qu'il fait sa déclaration en bonne et due forme à son assureur en disant que bon, celui que j'avais mandaté, que j'avais réglé pour faire ces travaux-là, ne l'a pas fait. Je veux faire des petits travaux de correction pour éviter les problèmes. L'assureur, lui, si je peux régler maintenant pour éviter un gros problème plus tard, tant mieux. Parce que qui dit gros problème, vous êtes à l'intérieur d'un immeuble, donc il y a des biens, il y a aussi des personnes. Il y a des personnes, que ce soit du résidentiel, vous allez avoir des familles. Quand c'est professionnel, vous allez avoir des biens, vous allez avoir des personnes pendant la journée. Donc, c'est vrai que nous, notre travail, c'est d'anticiper en fait le plus possible ces dégâts quand ils doivent arriver et d'avoir un dispositif en place pour les mitiguer. Pour vraiment le mitiguer. Parce que, bon, comme tout le monde pense que l'assurance, c'est une charge, jusqu'au jour où il y a problème. Jusqu'au jour où il y a problème. Et là, on va regarder les petites conditions pour savoir si c'était couvert ou pas. Non, mais même avant de regarder le contrat. Avant de regarder le contrat, je vais recevoir un coup de fil en panique. J'ai le feu ici, j'ai un dégât des eaux, qu'est-ce que je fais? Je perds tout. Donc, avant que nous, on dépêche une équipe, on dit, bon, ok, c'est bon, calme. On dépêche une équipe, on regarde et on se met dans ce processus-là. Donc, dans le cadre, on va dire, des professionnels, tout ce qui est
continuité d'activité, parce que par exemple tu peux avoir une usine, tu peux avoir un incendie, un problème, tu peux avoir un moment où sur 2, 3 mois, le temps que tu répares, tu peux plus produire, tu peux plus vendre. Bien sûr. Là, à ce moment-là, je suis bien content que ton assureur t'aide à reconstituer ton stock, te permettre de repartir. En fonction de la vitesse de l'indemnisation, ça te permet aussi de gérer ton effectif. Donc, notre rôle, c'est vraiment de protéger tout et tout le monde contre les aléas. Voilà, avec une protection financière et que chacun puisse dormir tranquillement sur ses 2 oreilles. Bien sûr. Alors, question suivante. Principalement concernant la vente en l'état futur d'achèvement. Lorsque, que ce soit la diaspora ou des locaux, cadres ou entrepreneurs veulent investir dans l'immobilier au Sénégal ou en Côte d'Ivoire particulièrement, le marché de l'ancien n'est pas encore développé, c'est-à-dire de particulier à particulier où j'achète la résidence d'une personne. Là, ce qui est développé, c'est surtout le VFA, l'achat en neuf, donc en vente en l'état futur d'achèvement. Donc généralement, quand j'achète en VFA, j'achète sur plan, bien avant que la construction n'ait débuté, ou en pleine construction, ou proche de la fin, et je paye au fur et à mesure. Lorsque je ne suis pas un professionnel de la construction ou de l'immobilier, j'achète un appartement sur plan, je n'ai pas les compétences pour voir l'isolation thermique, l'isolation phonique, le réseau d'eau glacée et climatisation, le réseau électrique, la plomberie, l'accessibilité, la qualité du faux plafond, l'étanchéité. J'ai pas le recul pour me poser toutes ces questions. Donc toi, avec ton œil d'assureur et avec ton expérience aussi dans la construction et dans l'immobilier, quel conseil tu donnerais à une personne qui investit en VFA et qu'est-ce que tu lui recommanderais de vérifier et comment, de ton expérience, il faut identifier les zones à risque lorsque j'investis en VFA? Ok, très bien. Je vais commencer par dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Dans ce cas précis, la vérification. Donc, ne jamais... la première question, en tout cas, que vous devez vous poser, et ça, c'est dans tous les cas, privés, professionnels, au niveau du promoteur, quelles sont ses références? Première vérification, qui sont ses clients? Est-ce qu'il en a? Est-ce que ce sont des clients de long terme? Est-ce que ce sont des institutions, oui ou non? Parce que très vite, par le bouche à oreille, vous pouvez avoir une information de savoir si un promoteur ou un constructeur est fiable ou pas. Dans toutes les plaquettes de présentation, il y a les références. Il suffit que vous connaissiez quelqu'un là-bas, il suffit de lui passer un coup de fil. J'ai telle ou telle personne qui m'a contacté par rapport à la construction de tel bien, et là, c'est très très rapide, généralement. Soit la personne dit ils sont excellents, tant, un petit peu cher, mais excellents, ou soit il te dit direct prends tes jambes à ton cou, lui donne pas un centime. Ok. Donc il faut toujours vérifier au niveau des références, au niveau de ce qui a été fait et qui sont les clients. Je dirais également en termes de VFA, c'est vrai que même si c'est attrayant, il ne faut jamais investir sur quelque chose que vous n'avez jamais vu. C'est-à-dire que même si c'est en VFA, même si on vous présente quelque chose sur papier, que ça a l'air tout beau, il faut quand même le voir. C'est-à-dire que voir que le chantier a démarré. Parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de cas où c'est en VFA, où on a un promoteur. Mes amis banquiers savent de quoi je parle, où le prêt est décaissé au niveau du promoteur. Et promoteur disparaît dans la nature. Effectivement. Voilà. Vérification. Donc, promoteur disparaît dans la nature. D'un côté, il y a le banquier qui a décaissé. Il y a aussi les futurs clients qui, eux, peut-être, ils ont commencé à verser, oui ou pas. Donc, pour suivre, c'est-à-dire, je conseillerais d'investir sur quelque chose qui a déjà commencé. Bien sûr. Où il y a déjà au minimum les VRD, tout ce qui est viabilisation. Également les fondations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez qu'il y a les fondations, que c'est viabilisé, là, voilà. Et aussi ne pas se presser. Voilà. C'est-à-dire que j'observe beaucoup de gens qui sont très très pressés, tellement pressés qu'ils prennent pas le temps, ce temps-là de vérification, de contrôle. Est-ce que telle personne c'est une personne fiable? Est-ce que de par nos cercles
humain, on va dire, on connaît telle ou telle personne. Et encore une fois, les références. Est-ce que cette personne-là a les références? Et Bien voilà. sûr. Voilà. Déjà, merci pour ces conseils qui sont très précieux parce que tu n'as pas idée à quel point, surtout quand je vais en France ou en Belgique et que je parle d'immobilier, on me parle d'anecdotes où des personnes ont envoyé de l'argent de France, de Belgique, de UK ou autre, et ils arrivent une fois au pays pour vérifier que ça a avancé, rien n'a avancé, et vice-versa avec certains promoteurs. Donc la vérification, c'est essentiel. Et surtout, une autre chose que tu dis qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait de ne pas se précipiter. Parce qu'effectivement, l'illusion que c'est la seule bonne affaire et qu'après, il n'y en aura plus, ça n'existe pas. Ben oui. Il y aura toujours des bonnes affaires. Il ne faut pas avoir la peur et la FOMO et la peur de passer à côté d'une bonne affaire et sous couvert de ça, du coup, je me précipite et je ne regarde plus rien. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu penses du fait de systématiquement passer par un notaire et que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, quel est ton regard par rapport à ça? Il faut toujours le faire. Parce que c'est ce qui vous couvre. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais il faut que tout soit signé devant le notaire. Voilà. Comme on dit, les notaires chez nous, le cachet, il est magique, mais tout ce que vous pouvez faire pour vous protéger juridiquement, pour que tous les termes de l'accord que vous avez passé, peu importe, que ce soit entre le propriétaire, le promoteur, peu importe, vraiment, vous pouvez vous apprécier humainement, il n'y a pas de souci, mais ça ne dispense pas. C'est-à-dire que deux choses, soit devant le notaire, ou soit une convention qui est validée au niveau du tribunal du commerce. J'ai compris. Très, très bon point. Voilà. Et de ton expérience d'assureur, est-ce que tu as été amené à également assurer des promoteurs immobiliers qui, eux, font de la commercialisation en VFA et qui te demandent d'assurer au cas où s'il y a un dégât important, un incendie, une explosion en cours de chantier? Est-ce que tu as été amené à les assurer durant leur chantier? Pas en cours de chantier, c'est-à-dire qu'au niveau de l'immobilier, ce qu'on avait dit plus tôt, c'est plutôt à la fin, c'est habitation et la RC décennale pour couvrir les défauts de construction. Mais avant ça, le promoteur est obligé de prendre une tout risque chantier. Okay, pour assurer son chantier contre tous les défauts, tous les dégâts qui pourraient survenir pendant la phase construction. Et ça, vous le faites, l'assurance tout risque chantier? Bien entendu. Tout à fait. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la première chose. C'est ça. Donc nous, sur ça, on va évaluer, on va dire, bon, ok, ton chantier, il dure de quand à quand, et on va dire, ok, moi je construis en moins d'1 an, on va dire, ok, on te couvre sur 1 an. Charge à toi de construire. Si tu dépasses, il faut que tu demandes une prorogation. Ensuite, nous, on va évaluer les risques de base, c'est-à-dire risque déjà d'erreurs humaines sur le chantier. On va dire qu'en tout risque chantier, on va d'abord inspecter le chantier. La première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que le chantier il est propre. Okay. Est-ce que le chantier il est propre? Est-ce que les ouvriers ont individuellement leur équipement au niveau des bottes, les gants, les casques, les lunettes. Gants, les casques, les échafaudages. Est-ce qu'ils sont en bois? Voilà. Donc c'est des choses que nous on va regarder. Mais bien évidemment, quand il vient vous voir, il vous demande d'avoir une touriste chantier, ce sont des éléments qu'on n'a pas au début. Voilà. Donc, au fur et à mesure, voilà, nous, on va aller faire des visites de chantier, on va regarder comment ça se passe. Donc, au cours de sa construction, si lui, il vient de dire « Ah, mais au cas où j'ai un incendie, au cas où, machin », c'est suspect. Okay. Parce que ton assurance, là, ça couvre juste ton chantier, que tu finisses, que tu délivres ton chantier. Maintenant, après, tout le reste qui peut survenir, ça, c'est au niveau de la RC décennale, c'est-à-dire le défaut de construction. Donc il y a une sorte de vide d'assurance durant la totalité du chantier sur un aspect tel que l'incendie. Lorsqu'un incendie se déclenche, suis-je moi en tant que promoteur assuré ou non sur mon chantier par exemple? Si l'incendie se déclenche sur le chantier, il est assuré. C'est-à-dire que tout risque chantier, comme son nom l'indique, c'est tout risque. Donc tous les risques. D'accord. Tous les risques qui peuvent survenir vraiment en 360 sur le chantier, ça va du vol, dégâts des eaux déjà, électriques, erreur humaine, incendie, tout ce qui se passe durant la durée de vie du chantier est couverte par cette assurance. Et un peu plus tôt, quand tu disais que, par exemple, il y a des promoteurs qui viennent en cours de route te demander de rajouter quelque chose et tu trouves ça suspect, tu peux m'en dire plus sur ça, que je comprenne bien? Par exemple,
Ok, c'est-à-dire que toi, tu es un promoteur. Tu viens me voir, tu me dis, ok, j'ai un chantier lambda à Dakar que je veux assurer. Et là, je te dis, bon, ok, tu vas construire pendant combien de temps? Tu vas me dire, ok, tu vas me dire, ok, je vais construire pendant 1 an. Ok. Si au bout de 8 mois, tu viens me voir et tu me dis, bon, déjà, on arrive au bout, mais j'ai pas encore fini, j'ai besoin de proroguer, j'ai besoin de prolonger mon assurance. Je trouve ça déjà bizarre parce que, bon, il y a les aléas, hein, mais voilà, premier red flag. Deuxième red flag, c'est quand tu viens me poser la question, ah, au cas où il y aurait un incendie, au cas où il y aurait un dégât, au cas où il y aurait ci, ou au cas où il y aurait ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, automatiquement, je me dis, bon, comme son nom l'existe, le nom de l'assurance, du produit, c'est tout riche chantier. Tout est marqué dans ton contrat, dans tes conditions particulières. Donc, si tu viens me demander ça à la fin de ton chantier, Ok, alors que tu n'as pas encore bien livré toi, c'est que tu prépares quelque chose. ok. Et toi, c'est des choses qui, dans votre carrière, et là, ça, on parle des trains qui arrivent à l'heure, mais on doit aussi parler des trains qui arrivent en retard. Oui. Vous avez déjà eu des fraudes à l'assurance ou des personnes qui essayent de se sortir d'une situation financière délicate par la porte dérobée de l'assurance? Est-ce que ça existe réellement? Ah, bien sûr. Hmm. Bien sûr, une grosse partie de notre métier, que ce soit en amont ou en aval, c'est de traquer la fraude. Voilà. Vous pouvez avoir, pour ne citer personne, hein, je vais dire entreprise X. Entreprise X qui vend des climatiseurs euh, et que nous, on n'a pas accès à leur compte, donc on ne sait pas est-ce qu'ils ont un problème à ce moment-là ou pas. Mais d'un coup, il y a un incendie. Il y a un incendie et puis lorsqu'on arrive, on se rend compte que tous les climatiseurs avait été enlevé du mur pour être placé au milieu de la pièce. Hein. Ou tu peux avoir un cas, une entreprise Y qui vend, on va dire, des mèches. Voilà, des mèches pour femmes. Tout va bien. Nous, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on nous appelle que quand il y a un problème. Mais parfois, c'est déjà arrivé que, en fonction de leur activité, voilà, s'ils ont un problème au niveau de l'activité, au niveau des ventes, ou ils ont fait un mauvais pari, ben, on va se relancer grâce à l'assurance. Et ça arrive partout. Ça arrive partout. Dans Ça tous les arrive, secteurs ça d'activité. arrive dans tous les secteurs d'activité. Mm. Ça arrive en Occident. Ça arrive ici. Bien sûr. Voilà, tout le D'où monde la cherche. confiance qui n'exclut pas le contrôle. Ouais, c'est ça. Excellent. Ok. Je mettrai la Caraïbe et le continent africain dans le même enjeu par rapport à ça, sur la vision court-termiste. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai observé que souvent, dans nos pays, on voyait les choses à court terme. Ce que je peux toucher, ce qui est palpable, ce que je vais encaisser demain. Mais après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est abstrait. Alors que beaucoup des richesses et beaucoup de la fortune, elles se constituent quand je me place sur du très long terme. C'est ça. Et souvent, quand je discute immobilier avec des personnes, ils me disent ouais, mais Marc, avec l'immobilier, est-ce que je vais devenir riche? Est-ce que je vais gagner de l'argent? Est-ce que je vais m'enrichir? Et souvent, ils perçoivent l'immobilier comme du commerce. Exemple, j'achète un stock de matières premières et je le revends avec une plus-value et je vais faire l'opération 30 fois et je vais faire du gain. Alors que l'immobilier couvre aussi mais les risques futurs. Demain, de perte d'emploi, je perds un emploi. Si je suis propriétaire de ma maison, j'habite chez moi. Si je suis locataire, je dois trouver une manière de payer mon loyer. Si j'ai beaucoup de revenus et que j'ai bien gagné ma vie à un moment donné, j'investis, j'arrive à gérer des revenus passifs, entre guillemets, avec des loyers. Bon, ben, s'il arrive quelque chose professionnellement, soit j'encaisse mes loyers, ou soit je peux revendre un bien ou deux. Donc en fait, l'immobilier, ça joue un gros rôle défensif. Et puis après, ça peut jouer un rôle, je mets des guillemets, offensif, lorsque je fais des belles plus-values, lorsque j'ai acheté au bon endroit, au bon moment, lorsque j'achète à un moment du marché qui est bas et que je revends à un moment du marché qui est haut. C'est vrai que ça aussi, ça existe. Mais avant toute chose, il y a une notion de je prévois sur le long terme et non pas de faire des coups à très court terme. Oui. Toi, est-ce que avec ta casquette d'assureur, tu perçois aussi l'immobilier sur cette vision long terme? Nous, c'est très différent parce que nous sommes des investisseurs et gestionnaires sur le long terme.
on ne peut pas réfléchir dans une logique court-termiste. Parce que, par définition, nous devons faire face à nos engagements. Nos engagements sont payer les sinistres. Voilà, il y a un incendie, il y a un problème quelque part. Il faut que très rapidement on puisse indemniser. Il y a aussi ce qu'on vient d'évoquer, les retraites. Voilà. Moi, il faut que je m'assure. Moi, je me suis engagé pour que dans 20 ans, je te donne ça à tel taux. Bah, il faut que je me débrouille pour que dans 20 ans, je puisse te délivrer ça parce que c'est un engagement que j'ai pris. Donc, nous sommes obligés d'être toujours dans une logique De long terme. de long terme. Comme on dit, rester liquide. Bien sûr. Voilà. Et pour peut-être un peu vulgariser le concept de l'assurance vie. D'accord. Parce que c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui n'est pas dans les mécanismes financiers ou les types de placements de se dire ne serait-ce que l'assurance vie est un placement. Donc en quoi est-ce que l'assurance vie est un placement? Comment est-ce que ça marche? Et comment est-ce que moi, en tant que particulier, si je souscris à une assurance vie, ce que j'ai fait en France, notamment avec les unités de compte ou des fonds euros, comment est-ce que ça marche l'assurance vie? Ok, l'assurance de vie marche très simplement. C'est vrai qu'à la différence de l'Occident où on a des fonds un petit peu risqués qui peuvent donner un plus gros rendement. C'est ça. Mais je dirais, je vais prendre l'exemple ici, typiquement. On va prendre un cas dans l'assurance, par exemple. Je parle même pas de la top direction, on va dire, au niveau intermédiaire. Il s'est marié, il devient père. Ok. Là, à ce moment-là, c'est pas le cas de tout le monde. Il peut se dire, bon, mon enfant, là, il a 1 an, à ses 18-19 ans, au moment où il va aller faire ses études, voilà. Donc, pour prévoir dans 18 ans le moment où il va aller faire ses études, parce que j'aimerais bien qu'il aille faire ses études en Occident ou peu importe, au vu de mes revenus. Donc, c'est-à-dire que dès maintenant, je vais commencer à me faire prélever un montant. Peu importe le montant, tous les mois par exemple, et ça va faire ce qu'on appelle, ça va capitaliser. Ça capitalise 1 an, 2 ans, jusqu'à ses 18 ans. Et ça fait que, par exemple, si vous avez pris un contrat, on va dire, en capitalisation pour votre enfant, ça fait que si vous êtes discipliné, que vous n'y touchez pas, pendant 18 ans, ça capitalise. C'est-à-dire que vous vous êtes fait prélever tous les mois, vous pouvez vous faire prélever 20 000. Enfin, le montant, il est libre, le montant de prélèvement. On peut aussi faire des versements libres. Il y a certains contrats qui l'autorisent. Donc, voilà, c'est comme si vous avez une marmite, vous continuez à mettre des ingrédients, vous mettez des ingrédients, vous mettez. Dans 18 ans, le moment où il est temps que l'enfant aille faire ses études à l'étranger, au lieu de, à ce moment-là, commencer à chercher, transpirer comment je vais faire, son habitation, sa scolarité, ainsi de suite, ah, tiens, mon fils, il y a un chèque pour toi, mon fils, ma fille, il y a un chèque pour toi, et ça permet, toi, en tant que parent, de pouvoir gérer ça sereinement et de ne pas être dans l'urgence. Et ce que ça veut dire, c'est que à chaque fois que je place une somme X, que ce soit 100 000 francs CFA par mois ou 20 000 francs CFA par mois avec vous, sur ces sommes que je place, je suis rémunéré avec un taux d'intérêt donné. C'est ça. C'est ça. Et ça. À peu près, même si c'est très dur à dire parce que ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de plein de facteurs. À peu près, c'est quoi une fourchette de taux d'intérêt qu'un assureur, pas forcément vous, mais en général, peut rémunérer une assurance vie? Ça dépend, ça peut aller du 5 ou ça peut être 7. C'est pas le plus important, c'est la sécurité. Sur ce volet-là, je ne sais pas si tu es fan de basket. Un petit peu, oui. Ok. Plus de foot. Mais allons sur le basket. Ok, on va aller sur le basket pour l'intérêt de la démonstration, on va dire. Est-ce que tu connais Allen Iverson? Oui, un grand dribbleur. Grand dribbleur. Ouais. Ok. Heureusement que son conseiller financier lui a dit, pendant qu'il voyait toutes ses dépenses, lui a dit, souscris à une assurance vie. Ok. Et lorsqu'il avait tout perdu, il se disait, mais comment je vais faire? J'ai tout perdu, tout ça. Il a reçu un coup de fil. On lui a dit, Monsieur Iverson, votre assurance vie est arrivée à échéance, votre chèque est prêt. Il ne se souvenait même plus qu'il avait fait ça. Et c'est son conseiller qui lui avait dit, regarde, là, ton niveau de dépense, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Tu as un niveau de dépense aujourd'hui, est-ce que tu auras les mêmes revenus dans 10 ans?
Est-ce que tu auras les mêmes revenus dans 20 ans? On ne sait pas ce qui peut se passer. Et effectivement, joueur de basket, voilà, on vit dans l'opulence, fortune délapidée. Heureusement qu'il avait son assurance vie qui était sur son nom. Et ça lui a permis de faire sa retraite. Parce que c'est-à-dire que l'échéance, son conseiller avait mis l'échéance pile poil dans la période de la retraite. C'est hyper intéressant d'aborder ce point-là, parce que la constitution d'une épargne, elle est extrêmement importante dans sa logique d'investir dans l'immobilier. Parce que souvent, les personnes imaginent qu'investir dans l'immobilier, c'est uniquement hériter d'une grosse somme et après, je la place. C'est gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Après, je les place. Ou c'est d'avoir un peu de chance et d'avoir un terrain qui prend beaucoup de valeur. Je le revends et après, j'ai beaucoup d'argent. Mais on oublie que les petits centimes créent après des milliers qui créent après des millions. Et en fait, avoir cette capacité de se dire, si tous les mois, je mets de côté ne serait-ce que 15 000, 20 000, 30 000 francs CFA, que je capitalise à 5% rémunéré tous les ans, et bien en fait, avec ça, ça me crée un petit capital de départ qui me permet soit en me mettant seul de faire un apport et de financer avec un prêt bancaire la suite, ou soit en me mettant avec un deuxième associé. En disant, on crée une société, on se met à deux, nous deux, on met un apport, ce qui nous permet ensuite d'avoir beaucoup plus d'apport personnel pour pouvoir ensuite lever une dette en face et pouvoir ensuite investir dans l'immobilier. Donc, ce que tu dis sur le fait de penser dès maintenant à demain et de mettre les petites sommes de côté, il ne faut jamais négliger à quel point les petits ruisseaux font ensuite après des grandes rivières. Et ça, c'est très important. C'est exactement ça. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé comme ça. C'est vrai que dans les success stories, souvent, on parle que des succès, mais pas des échecs et surtout pas des débuts. Tout le monde n'a pas hérité. Certaines personnes ont épargné, comme tu dis, jusqu'à arriver à un certain moment. Et puis, ils font leur premier investissement. Ils font leur premier investissement foncier, au niveau du foncier. Par exemple, comme nous sommes dans des zones urbaines, des pays qui sont, des capitales qui sont urbaines, les capitales s'étendent, continuent de s'étendre. Donc, celui qui va acheter, au lieu d'acheter directement dans le centre-ville ou dans la zone résidentielle, tout ça, il va acheter un petit peu plus loin où le prix du mètre carré est moindre pour avoir une plus grosse superficie. Qui dit plus grosse superficie dit, tu peux maximiser, soit faire une promotion immobilière, si tu as quelques maisons, bon, voilà. Mais beaucoup ont commencé comme ça. Ça commence, c'est-à-dire que si tu n'as pas hérité, il faut commencer par avoir une certaine discipline, il faut épargner. Tout à fait. Parce que et même ne serait-ce qu'à partir de ce qu'on a engrangé avec l'épargne, ça nous permet de soit faire appel à une banque d'affaires ou à un spécialiste ou acheter du foncier, devenir soi-même propriétaire. Donc ça vous donne plus de latitude. Bien sûr. Ouais. Et à ce stade-là, j'aimerais bien aborder le fait que l'immobilier, c'est aussi le goût du sacrifice. C'est le plaisir de l'effort et le plaisir de se projeter dans plusieurs années et de se dire le bien que j'ai aujourd'hui, il a pris naissance il y a 10 ans quand je me privais de certaines sorties, quand je me privais de certaines opulences, quand je me privais de certains vêtements, quand je me suis privé d'un certain type de véhicule. Ça a commencé à ce moment-là. Et ça, je trouve que c'est un point qui est très important puisqu'en fait, un philosophe disait qu'à celui qui a un pourquoi, une raison d'être, il peut accepter n'importe quel comment. C'est ça. Et quand j'ai un pourquoi qui est fort, c'est-à-dire que je veux me sortir d'une certaine situation et j'aimerais que ce soit ma génération, la génération d'après, ait beaucoup plus d'options que moi, si aujourd'hui je dois faire des sacrifices, que ce soit sur de l'esthétique, sur du vêtement, sur tout ce que j'appelle des passifs. Des passifs, ça veut dire qu'ils ne s'apprécient pas avec le temps, mais qui se déprécient ou qui cessent d'avoir de la valeur au moment où tu les achètes. Les gros véhicules, ce sont des passifs. Et à un moment donné, la valeur, elle diminue très fortement et très vite. Et ce qui fait que souvent, j'avais le cas quand j'étais directeur d'un hôtel au Sénégal, où je me rendais compte qu'il y avait des terrains que tu pouvais acheter à 500 000 francs, à 700 000 francs, à 1 million de francs CFA. À l'époque, je te parle de ça en 2017. Et je me suis renseigné aujourd'hui, ces terrains, ils valent, pour certains, 4 millions, 5 millions, 5 ou 6 années après. Mais à ce moment-là, les 700 000 francs CFA, tu te dis,
Ah ben écoute, je m'imaginerais jamais que je pouvais acheter un terrain à ce prix-là. Mhm. Mais quand dans 5-6 ans tu te retrouves avec 5 millions, ben, tu peux refaire l'opération et acheter d'autres terrains ensuite. C'est Et ça. donc du coup, j'ai essayé de beaucoup travailler avec mes employés sur l'idée de ayez une projection long terme. Attention aux avances sur salaire que vous demandez. Ne faites pas des avances sur salaire pour du passif et pour des choses qui cessent d'avoir de la valeur au moment où vous les utilisez. Mhm. Bien sûr, hormis les cas où j'ai des problèmes financiers, je ne peux pas faire autrement et que j'ai des grosses difficultés, maladie ou autre, bon bien sûr tu ne peux pas faire autrement, mais quand c'était pour une fête, pour un événement, pour un anniversaire, pour un cadeau, je disais, regardez la valeur long terme de ce que vous faites et de ce que vous investissez. Vous vous direz merci à vous-même plus tard. Donc vous, en tant Mhm. qu'assureur, ou toi, dans ta carrière et dans Mhm. ton analyse, comment tu vois cet aspect-là? Aujourd'hui, quand je parle du fait qu'on soit court-termiste et qu'on ne regarde pas à long terme, c'est surtout culturel. C'est pas et c'est-à-dire que au niveau de la valeur des choses, c'est-à-dire que peu importe le pays, hein, ça peut être au Sénégal ou ailleurs, mais oui, c'est vrai que moi, en arrivant, je comprenais pas qu'ils dépensent autant sur des fêtes, sur certaines choses, mais culturellement, c'est un marqueur de son statut dans la société aussi. Donc il faut aussi comprendre que que ces choses-là sont importantes pour ces personnes-là. C'est aussi pour ça que nous, on essaie vraiment d'adapter au maximum nos produits justement aux besoins de la population et à la culture. C'est-à-dire que même dans tout ça, il faut l'accompagner. C'est-à-dire que au niveau de l'assurance vie, par exemple, tu peux souscrire à ton contrat et au besoin, tu peux faire un rachat. C'est-à-dire que tu vas, on va appeler ça soit tu peux faire un rachat partiel, soit un rachat total. C'est-à-dire que tu peux avoir, peut-être que tu as capitalisé et que tu as 10 millions et que tu vas faire un rachat partiel, tu vas dire, ah, mais là, j'ai besoin de 5 millions. Okay. Je vais te donner l'exemple de deux personnes qui partent à la retraite. Je sers les deux, justement, enfin, je traite les deux dossiers. Il y en a un qui n'a jamais, jamais, jamais touché à son assurance vie, n'a jamais fait de rachat partiel. Okay. Avec sa petite épargne qu'il a eue, okay, il a fini à sa retraite. À sa retraite, il est parti avec 20 millions à sa retraite. Okay. Alors que l'autre, il est parti, il avait 1,5 million. Et quand tu regardes dans le dossier, rachat sur rachat, à chaque fête, voilà, parce que les deux ont une discipline différente. Donc ça, vraiment, si j'avais quelque chose à vraiment dire de ce point de vue-là, ayons une vision long terme. Il faut se dire que ce qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain. Personne ne sait prédire l'avenir. Ok. Même nous, assureurs, on aimerait bien, mais on ne peut pas. On ne sait pas ce qui va se passer dans 10, dans 20. Et comme tu dis, tu peux avoir un problème. Autant que tu aies des actifs qui te permettent de soit te protéger, te relancer ou de repartir de l'avant. Et maintenant, concernant tout ce qui est les prêts immobiliers, Mhm. je sais que vous, en tant qu'assureur, vous avez un rôle aussi de pouvoir assurer les prêts immobiliers. Mhm. Donc déjà, qu'est-ce qu'un prêt immobilier déjà en termes de montage classique, Mhm. hein? Et question 2, qu'est-ce qu'une assurance d'un prêt immobilier et surtout à quoi ça sert? Ok, ben, très simplement, un prêt immobilier reste un crédit qu'on va contracter le plus souvent au niveau de la banque pour un investissement, n'importe lequel. Euh, et la banque, c'est-à-dire que légalement, va demander une assurance. Ok. Parce que lorsque moi je contracte un crédit, c'est-à-dire qu'à mon nom, qu'est-ce qui va se passer en cas de décès ou en cas d'incapacité? Qui va me payer? C'est là que l'assureur rentre en jeu. Lui, il va avoir ce qu'on appelle l'assurance crédit, l'assurance décès emprunteur. Voilà, chaque assurance a son nom, mais c'est globalement la même chose. Et c'est une assurance qui rentre en jeu en cas de décès ou en cas d'incapacité. Voilà, Ok. où l'assureur, justement, il va venir voilà, pour rembourser la banque, pas la totalité, hein, mais voilà, au moins lui Ok, permettre de rentrer dans ses frais. je comprends. Donc ça diminue le risque. Parce que si tu veux, que ce soit sur l'immobilier ou ailleurs, l'assurance, en fait, c'est le chaînon, en fait, enfin, c'est la clé de voûte qui permet à tout de tourner. C'est-à-dire que sans assurance, il n'y a pas de prêt. Ok. On va essayer de créer un exemple pratique pour qu'on puisse aider les auditeurs à comprendre comment se fait un montage de prêt immobilier et en plus
avec l'assurance qui vient se greffer. Mhm. Donc, admettons qu'une personne veut acheter un appartement pour arrondir, hein, qui vaut 10 millions. Mhm. Il veut acheter un appartement qui vaut 10 millions. Et lui, il apporte ce qu'on appelle un apport personnel de 5 millions, soit la moitié. Mhm. La moitié. Donc lui, il va demander un crédit immobilier sur une période de, admettons, 10 ans, 120 mois. Et il va rembourser sur 120 mois pour que ces 5 millions soient pleinement remboursés. Mhm. Et admettons que tous les mois, sur 5 millions, ben, il doit rembourser 200 000 francs CFA par mois Mhm. pour pouvoir rembourser sa dette et à terme, à maturité, à 120 mois, soit 10 ans, Mhm. arriver à avoir soldé sa dette. Mhm. Donc en gros, si je comprends bien, l'assurance, vous allez vous greffer en plus des 200 000. Mhm. Donc à la place de rembourser 200 000, il va peut-être rembourser 205 000 francs par mois. Et ces 5 000 en plus, ben, c'est justement la prime d'assurance. Et ça lui permet d'être couvert de quel type de risque de payer ces 5 000 francs en plus. Là, on se place du point de vue de la banque ou du point de vue de... Ben, des deux côtés, vas-y, fais-nous l'exemple des deux côtés. Quels sont les deux risques? Ok, au niveau de la banque, Oui. C'est-à-dire que celui qui va octroyer le prêt, lui, il a un risque de jamais recouvrer ses fonds. Oui, Voilà. C'est-à-dire, j'ai donné 10, 15 millions pour un projet, je ne le revois jamais. Donc ça, parce que la personne est décédée. ok. Donc ça, il y a ce cas de figure. Dans le cas de figure d'un particulier qui fait son premier investissement, l'assurance le couvre ne serait-ce que vis-à-vis de sa famille. Parce que lui va contracter une dette. Voilà, il remboursait 200 000 par mois avec ça. les 5 000, 205 000. C'est Donc ça. si jamais il décède, Oui. donc pour éviter que sa famille, Pour éviter que cette dette se transmette, l'assurance vient combler ce gap-là pour Ok. permettre à tout le monde d'être à l'aise. en cas de décès, donc comme ça, si admettons sur les 5 millions qu'on a dit dans notre exemple, il reste 2,6 millions à rembourser, Mhm. en cas de décès, eh ben, l'assurance vient prendre le relais et honore les 2,6 millions qu'il reste. Exactement. Et en cas d'incapacité, Mhm. par exemple, incapacité de travail, je suis chef de chantier, je suis docteur, je suis manœuvre sur un chantier ou je travaille dans un métier physique ou en fauteuil roulant. Par Mhm. exemple, je ne peux plus travailler, je suis rendu en incapacité. Qu'est-ce que fait l'assurance dans ce cas de figure? Ok, ça dépend de quelle assurance. Ok, Voilà. Déjà, est-ce qu'on parle de l'assurance de l'employeur chez qui on exerce un métier ou... là dans le cadre du crédit immobilier. Ok. Lorsque, par exemple, dans le cadre de l'exercice du travail, il y a une incapacité qui survient, lui, déjà, via l'assurance de son entreprise, il est déjà indemnisé. Ok. Il est indemnisé à hauteur où l'incapacité est constatée. Donc, lui, il est déjà indemnisé une première fois. Ok. Et lui, déjà, il est indemnisé. Ça lui permet déjà, après, de revenir vers le banquier avec qui il avait contracter un prêt pour dire, bon, ok, là, je peux plus travailler et j'ai une incapacité, ok, mais j'ai été indemnisé à hauteur de temps, comment on peut faire? Et vous, en tant qu'assurance, vous ne couvrez pas l'incapacité de la même manière où vous couvrez le décès. C'est Non. deux couvertures différentes. Deux couvertures différentes. D'accord, ok. Mais la couverture de l'incapacité existe. Oui. Très bien. Et celle-ci, est-ce qu'il y a des cas de figure où, par exemple, vous allez, en cas d'incapacité, vous soldez carrément le reliquat des 2,6 millions qu'il reste à rembourser, par exemple? Oui, enfin, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, oui. C'est Ok. déjà arrivé. Ça C'est-à-dire peut que arriver. Ça dépend des contrats de chacun. Et... ça dépend des contrats de chacun, ça dépend du montant du prêt, ça dépend ça dépend de combien il reste, ça dépend Bien de sûr. beaucoup de choses. C'est vraiment au cas par cas. Ok. Mais voilà, pour simplifier pour tout le monde, c'est le rôle de l'assurance crédit, de l'assurance décès emprunteur. Voilà. Ok. Très important. Et quand on continue au niveau des assurances, Mhm. je sais qu'en France, il y a l'assurance qui permet de garantir les loyers impayés. Mhm. C'est-à-dire, je suis propriétaire d'un appartement de une chambre salon à Paris et je mets un locataire qui me paye 1 000 € par mois Mhm. et je souscris à une assurance garantie de loyer impayé. Mhm. Donc, généralement, je vais payer 4% en plus de loyer. Et en cas de non-paiement du locataire, eh ben, c'est l'assurance qui prend le relais et qui me verse des loyers. Mhm. Ce qui permet d'être très confortable, surtout lorsque j'ai un crédit immobilier à rembourser. Ça peut te mettre en difficulté quand tu dois rembourser 800 € tous les mois Mhm. et que tu touches pas le loyer qui correspond.
Est-ce que, de ton expérience, de tels mécanismes existent, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? Et quelle est ta vision pour le marché africain d'un tel mécanisme? Ok, je sais que il y a des compagnies d'assurance qui ont lancé ce produit-là, surtout ça fait peut-être 2 ans au niveau de l'assurance de loyer impayé. Mais bon, comme c'est pas en interne, j'ai pas vraiment les données de leur côté, donc je peux pas savoir en termes de chiffre d'affaires ce que ça a produit. Je peux pas savoir en termes de sinistralité ce que ça a produit, qu'est-ce qu'ils ont eu. Je dirais que ce qui fait que c'est pas encore largement diffusé, c'est parce que ça vous expose quand même à un gros potentiel de fraude. Bien sûr. Voilà. Eh oui. Parce que qui me dit que si moi je souscris un contrat d'assurance loyer impayé, qui me dit que si tu es locataire chez moi, qui me dit que en fait On s'est pas entendu, on s'est pas entendu pour dire que j'arrête de payer et que toi tu encaisses, quoi. voilà, ou bien que j'encaisse, mais que je déclare que j'encaisse pas. Effectivement. Ok. Donc, étant donné l'ampleur du risque pour l'instant et le niveau d'incertitude, c'est un business model assez incertain pour un assureur de se dire je vais Oui, m'aventurer là. c'est Il y a un vraiment- gros risque de sinistralité sur cet aspect-là. Oui. Je pense que ça évoluera avec la bancarisation. Hmm. Ça évoluera avec la bancarisation et à ce que les propriétaires obligent les locataires à régler par prélèvement. Ok. Parce que si tu règles par prélèvement, que le prélèvement est pris sur ton salaire, il y a un impayé, je bloque ton salaire Ok. et je récupère mes fonds. Hmm. Ok. Mais si on se dit parce qu'on est en Afrique et ainsi de suite, on va se faire régler en espèces. Qu'est-ce qui se passe quand 1 mois, 2 mois, 3 mois, la personne ne règle pas? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand vous appelez et que la personne ne répond pas? Hmm. Qu'est-ce qui se passe quand les lois font que vous ne pouvez pas expulser la personne? Bien sûr. Et c'est pour ça que dans l'épisode avec Kardia Tundiaï, sur la gestion locative, on a vraiment mis l'accent sur l'importance de se faire accompagner, surtout quand on ne maîtrise pas le marché, par des agences immobilières expertes qui ont l'habitude. Parce que ça se joue déjà dans la constitution du dossier du locataire. Savoir quel type de locataire je choisis, quelle est sa situation professionnelle, quels sont ses revenus peuvent-ils couvrir le loyer avec un certain confort. Est-ce que je peux avoir des anciennes quittances de loyer pour savoir s'il honorait les bonnes quittances et en temps et en heure? Donc il y a vraiment ce travail de due diligence, de recherche et d'analyse à faire, et je pense que les agences immobilières sont d'une grande aide par rapport à ça. Oui, parce qu'elles ont aussi leur réputation à maintenir Oui. donc en termes de travail. Donc oui, je dirais à un propriétaire de se rapprocher le plus possible d'une agence qui est agréée en plus, qui est là depuis longtemps, parce que ça permet de diminuer le risque. Très intéressant. Et c'est pour ça que quand on reçoit un loyer, que ce soit un propriétaire qui vient d'acheter un appartement, ben, on peut avoir vite le sentiment que de mon loyer est déduit une prime d'assurance importante, Mhm, mes charges de copropriété, mhm, les frais de gestion de mon agence immobilière. mhm. Donc parfois, je peux avoir vite le sentiment que ben, de mon loyer de 500 000, eh ben, il reste 350. Il reste pas grand-chose. Mais en même temps, comme tu le disais tout à l'heure, il y a la notion de couvrir son risque. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est un vrai équilibre entre risque et gain. Et c'est pour ça que quand on est à l'étranger, il faut parfois prendre un peu moins de risques et avoir un rendement qui est un petit peu inférieur, mais avoir toutes les garanties qu'il faut, plutôt que de chercher à maximiser sa rentabilité et de s'exposer à de gros risques d'impayés, de mauvais dossiers, de mauvais payeurs, de dégâts des eaux importants pour lesquels je n'ai pas d'assurance, etc., etc. C'est ça, parce que t'imagines dans le cas de figure, et c'est arrivé plein de fois, où le propriétaire prend des locataires dans son bien, des locataires qui vont régler en espèces, donc tout se passe bien, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, tout le monde est content, il règle en temps, en heure, le même jour tous les mois. Qu'est-ce qui se passe quand il commence à ne plus te régler? Tu l'appelles 1 fois, 2 fois, il va te dire ah, mais ça fait longtemps qu'on est ensemble, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe quand il commence à avoir des dégâts sur ton bien? Bien sûr, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu commences à avoir des dégâts sur ton bien alors que tu n'as pas souscrit une assurance habitation? Effectivement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, la personne peut prendre ses clics, ses claques, partir. Donc, toi, tu te retrouves, tu as
6 mois, 1 an, voire 2 ans parfois de loyer impayé qui sont pour ta pomme. Comment tu te débrouilles pour rembourser ton prêt? Ensuite, tu te retrouves avec un bien qui est dégradé, Et oui, à rénover. à rénover, et tu n'as aucun moyen, voilà, à moins de prendre ici pour... Non, Bien voilà. sûr, Alors que si c'est couvert, si tu es déjà couvert, c'est-à-dire que c'est une question en moins que tu as à te poser. bien sûr. Tu dis que bon, si lui se comporte mal, voilà, de toute façon, je fais ma déclaration à mon assureur. Lui, il vient constater enfin, le sinistre. Au moins, il me donne quelque chose qui me permet de me relancer, plutôt Mm. que je sois dans l'urgence tout le temps. Très bon point. Ouais. Et je pense que dans un prochain épisode, nous allons recevoir une juriste, une avocate, et on parlera des enjeux liés au litige ou au précontentieux Mhm, lorsqu'on a par exemple un locataire qui cesse de payer son loyer. c'est ça. Parce que c'est un point important et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a un droit des locataires qui parfois est extrêmement restrictif pour le propriétaire et il ne s'agit pas d'aller s'engueuler ou d'aller se bagarrer. Mhm. Il y a des vraies procédures qui parfois peuvent prendre du temps et ça, il faut bien les connaître. Donc je pense que dans un prochain épisode, on va les couvrir. Non, mais avec plaisir. Enfin, excuse-moi de te Je t'en prie, couper, vas-y. mais justement, c'est là que c'est pour ça que j'avais évoqué plus tôt. Je préférais être payé par prélèvement automatique. Mm. Parce que ça se passe quand tu es payé en espèces. Voilà ce cas de figure. Alors que quand tu es payé par prélèvement automatique, tu peux. Voilà. Et il faut pas oublier autre chose aussi. Donc on parle encore de culture. Nous sommes dans des pays francophones. Donc, qui dit francophone dit que les lois sont toutes un petit peu basées sur la même chose. Donc, ce qu'on retrouve en France, la difficulté pour le propriétaire, on retrouve ça également ici, parce que la personne peut ne pas vous payer pendant X temps, vous n'avez pas le droit de les expulser, même s'il n'y a pas d'hiver ici, mais voilà, ils n'ont pas le droit de les expulser. Bien sûr. Donc, il faut vraiment prendre toutes les sécurités que vous pouvez prendre. Et vraiment, j'encourage en tout cas ceux qui font du moyen standing ou bien plus haut, de vraiment faire leur due deal, enfin leur due diligence, comme tu disais plus tôt, c'est-à-dire se renseigner, ok, quel est votre métier, quel est le métier de monsieur, quel est le métier de madame, ça permet de, voilà, enfin un petit peu voir, est-ce que vous êtes salarié, voilà. Parce que dans le cas de la personne qui fait son premier investissement immobilier, on va dire, la personne peut être salariée, peut aller à la banque demander un crédit investissement sur 10 ans et être prélevé sur son salaire. Un petit peu comme un prêt conso plus, on va dire. Et je pense que sur cet aspect-là, les aspects liés au droit sont importants quand on choisit son locataire, puisque, comme tu l'as si bien dit, pour les anciennes colonies françaises, le droit est très largement inspiré du droit français. Et le principe du droit que j'ai très largement expérimenté en management et en direction d'entreprise, c'est que le droit français protège le parti le plus fragile par rapport au parti, entre guillemets, le plus fort. C'est ça. Donc, dans le cadre du droit du travail, le salarié sera toujours plus protégé que son employeur. Et dans le cadre du droit lié à l'habitation et à l'immobilier, eh ben, le locataire sera toujours plus protégé que le propriétaire, même s'il y a des lois, mais en tout cas, il faut vraiment le savoir quand on se lance dans l'immobilier. C'est un très bon point. Mais attends, juste pour une anecdote, la hantise d'une institution financière, Oui, c'est d'être dans un contentieux avec un particulier. ok, effectivement. Ok, tout à fait. C'est-à-dire que contentieux d'institution en institution, voilà. Mais d'être avec un particulier, c'est-à-dire que tort, raison, c'est vous qui... Et tu peux préciser un peu, par rapport à ce que je viens de dire sur le parti le plus fragile par rapport au parti le plus fort, pourquoi est-ce qu'une institution, une grosse institution, elle redoute d'être en litige avec monsieur particulier X pour son appartement qu'elle lui loue à 600 000 par mois? Pourquoi est-ce qu'elle redoute autant ce litige? Parce que malheureusement, bon, c'est une réalité, vous ne pouvez pas demander à tous les juges d'être au parfum de tout ce qui se passe dans les différents corps de métier. Okay, donc l'arbitrage va souvent, j'ai dit bien arbitrage, va souvent aller dans le sens du petit. Parce qu'ils vont se dire, ok, c'est le petit qui est face à l'institution. Et ça, c'est humain. C'est humain. Parce que c'est un être humain, David contre Goliath. David contre Goliath. Parce que toi, on vient te dire, il y a telle personne lambda qui est en contentieux avec telle institution. Oui. Tu regardes un petit peu sur Internet, tu dis, mais telle institution fait X en chiffre d'affaires.
comme tout est lié, c'est le premier indicateur. Fait X chiffre d'affaires, donc ils ont forcément beaucoup d'argent. Et ça, c'est un biais. Voilà, Ouais. et donc ça, c'est rien. Donc, c'est quoi de régler lui ou bien de le laisser tranquille, voilà, sachant que vous continuez à faire l'argent alors que c'est pas toujours le cas. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça que, généralement, je prends le cas du Sénégal, de cas que je connais un peu à titre personnel, je ne donnerai pas de nom pour pas porter atteinte à la confidentialité, mais je sais qu'il y a des grosses institutions qui sont propriétaires d'immeubles à des endroits extrêmement bien placés dans la ville de Dakar et qui pratiquent des loyers très bas. Ils ne sont pas agressifs sur leurs loyers. Et quand j'ai parlé à un assureur pour lui demander mais comment se fait-il que vous pratiquez des loyers aussi bas à telle destination, en fait, ils m'ont expliqué que c'est parce qu'ils préfèrent un loyer modeste, mais d'être payé toute l'année, sans problème et sans retard, que d'avoir des loyers agressifs et de risquer des impayés parce que la personne, sa situation change et elle pourrait être amenée à ne plus pouvoir payer, etc. Donc ça va exactement dans le sens de ce que tu dis sur le fait de on ne veut pas d'histoire, on ne veut pas de contentieux, on met des loyers presque en dessous du marché et comme ça on est sûr de garantir un pourcentage de rendement annuel qui ne subit pas d'aléas ou d'impayés. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi le fait de la façon dont certains corps de métier sont payés. Par exemple, des ouvriers de chantier sont payés à la semaine. Donc, il paye son loyer à la semaine. Des personnes qui habitent dans une cour commune payent à la semaine. Voilà. Donc, on s'adapte à chaque fois aux réalités et les institutions sont sensibles à ça. C'est ça. Tout à l'heure, quand tu parlais de l'assurance vie et qu'on parlait du fait que une assurance vie, c'est un placement aussi comme un autre où tu es rémunéré à hauteur de 5% et tu peux abonder tous les mois, tous les ans ou parfois même des entrées d'argent exceptionnelles, tu peux les placer sur ton assurance vie. Et moi, j'aimerais faire un parallèle avec l'inflation. Parce que une des raisons principales pour laquelle c'est important d'investir dans l'immobilier, c'est aussi de lutter contre l'inflation. Puisque tout simplement, un sac de ciment que tu pouvais acheter à un prix X, il fut un temps, aujourd'hui, tu l'achètes à X fois 2. À l'époque, tu prenais 50 000 francs CFA, tu allais au magasin, tu pouvais faire une certaine quantité de courses. Dans 10 ans, avec ces mêmes 50 000 francs CFA, tu pourras faire peut-être 50% moins, moitié moins de courses. Et en fait, placer son argent dans des véhicules qui prennent de la valeur, que ce soit une assurance vie ou que ce soit un bien immobilier qui s'apprécie tous les ans, ça permet de faire en sorte que si je revends mon bien immobilier ou si mon contrat d'assurance vie arrive à échéance, dans 10 ans, il se sera battu contre l'inflation. Et il aura évolué et ça me permettra de maintenir mon pouvoir d'achat dans 10 ans que j'avais aujourd'hui, voire parfois de l'améliorer en luttant contre l'inflation. Et ça, c'est vraiment, j'aime bien imaginer ça comme une course du 100 mètres, un peu comme Usain Bolt, en disant que dans une course où tout le monde court, si toi tu marches, tu seras dépassé. C'est ça. Et l'inflation court. Les prix à la hausse courent et sprintent. Si toi, tu n'as pas mis ton argent dans des coureurs qui sprintent aussi, comme une assurance vie, comme un bien immobilier, comme parfois des actions en bourse, ou comme d'autres types de placements, ou même un terrain, si tu n'as pas fait cet effort-là, ton argent va marcher, alors que l'inflation va sprinter. C'est exactement ça. Et toi, en tant qu'assureur, je sais que tu fais aussi du conseil. Et comment est-ce que tu conseilles les institutionnels, les entreprises ou les particuliers sur l'importance du placement ? Ok, là, avant d'être assureur, j'étais économiste. Okay. Donc là, c'est ma casquette d'économiste que je vais prendre. Il faut comprendre que les salaires augmentent moins vite que l'inflation. Ça, c'est quelque chose, le commandant mortel a du mal à le percevoir parce que l'inflation, ça augmente petit à petit. Mais comme tu dis, l'inflation sprint, alors que nos salaires, il marche. Il marche à 4 pattes même. Tu comprends? Donc rien que de ce fait-là, si on parle de vision à long terme, il faut que tu fasses un placement qui te permette de te prémunir de cette inflation-là. Absolument. Okay. Donc quand par exemple tu te fais prélever 30 000, 50 000, 60 000 par an qui sont capitalisés, mais ils sont capitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont capitalisés avec l'inflation. Ils sont actualisés avec l'inflation. Okay. On n'a pas besoin de rentrer dans tous les mécanismes actuariels, mais principalement, tu es couvert de forme d'inflation. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que dans 10, 15, 20 ans, quand tu reçois ton chèque... voilà. Mais ce qui est terrible, c'est que l'inflation, c'est parfois comme la prise de poids.
ça se fait tellement lentement C'est ça. qu'on se rend compte que dans 5 ans, quand on se regarde dans le miroir ou qu'on se pèse dans la balance. C'est ça. Et en fait, cette inflation, elle est réelle. Et j'ai lu des articles sur l'immobilier aux États-Unis et en France qui expliquaient clairement que ce que l'Américain moyen pouvait acheter en tant que résidence principale il y a 50 ans n'a rien à voir aujourd'hui avec ce que l'Américain moyen peut acheter en résidence principale. Ouais. Et vice-versa en France. Ouais. Ce qu'un Français moyen, avec 2 salaires d'ouvrier ou 2 salaires d'agents publics qui travaillent dans la fonction publique, ils pouvaient investir dans la résidence principale, pas très loin de quartiers qu'ils apprécient. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus inconcevable, impensable. Les prix augmentent tellement vite qu'il faut avoir ça en tête. Donc, j'ose même pas imaginer, dans 10 ans, à partir du tournage de ce podcast, C'est ça. si on revoit ça 10 ans après, mais de se dire, mais ce qu'on pouvait acheter aujourd'hui avec ce montant-là, eh ben, en fait, c'est une utopie parce que c'est aujourd'hui et demain, c'est terminé. Bien sûr, ça, je vais te donner 2 exemples pour illustrer ça. En économie, il y a ce qu'on appelle le panier de la ménagère. C'est-à-dire que le panier voilà, dans lequel je fais... Que les politiciens adorent évoquer à chaque Voilà, fois. à chaque fois, à chaque campagne. Bon, je ne suis pas en campagne, mais si tu compares ce que tu pouvais mettre dans ton panier quand tu faisais des courses il y a 50 ans versus maintenant, voilà. Alors que, qu'est-ce qui cause ça également à chaque fois qu'on va faire une acquisition immobilière, tout ça, on va faire une expertise. Quand on va expertiser, l'inflation sera intégrée. Bien sûr, bien sûr. Ok. Personne ne fait une expertise de ton salaire. Personne ne fait une actualisation où ton salaire doit augmenter, indexé sur l'inflation. Non. Donc, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle une décorrélation au niveau de l'économie réelle, du fait, comme j'ai dit plus tôt, les salaires augmentent moins vite que l'inflation. Et autant en France, pendant longtemps, le modèle des retraites te permettait d'aspirer à une fin de vie plus ou moins confortable et rassurante, autant aujourd'hui, que ce soit pour notre génération, la génération de nos petits frères et sœurs ou même de nos enfants ou petits-enfants, ils vont devoir en toute autonomie s'organiser pour prendre à leur charge le fardeau de pilotage de leur argent de fin de vie et de leur future capacité à lutter contre l'inflation. Parce que si tu ne le fais pas toi, avec ta propre éducation financière, en te disant une partie de mon salaire va dans des terrains, une partie de mon salaire va dans l'épargne disponible en cash, une partie de mon salaire va dans de l'assurance vie, une partie de mon salaire va vers un compte que je vais mettre à part pour investir dans l'immobilier. Si j'ai pas ces mécanismes-là, je me retrouverai dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans à me dire bon, ben, en fait, mon pouvoir d'achat ne me permet plus d'acheter ce que je veux en termes de denrées alimentaires. J'ai aucun actif à revendre pour essayer de lutter contre l'augmentation des prix. J'ai aucun revenu passif qui me permette, moi, si je suis fatigué ou que j'ai plus d'énergie pour travailler, de pouvoir subvenir à mes besoins malgré tout. Donc, c'est aussi pour ça que je fais des podcasts comme celui-ci, qui n'ont pas vocation à être des formations à proprement dit, parce qu'il faut rentrer plus dans les détails, mais au moins, ça plante des graines. Ça met des termes dans l'esprit des gens, et je veux qu'ils gardent en mémoire l'idée que l'inflation, c'est Usain Bolt, ça sprint. Et si vous, à côté, vous êtes en train de marcher, laissez Usain Bolt courir pendant, bon, pas le Usain Bolt d'aujourd'hui, mais celui des Jeux Olympiques, de son record du monde, de son record olympique. Si lui, il sprint et que vous marchez, vous ne pourrez plus jamais le rattraper. Et là, ça fait vraiment une baisse significative du pouvoir d'achat. Donc, c'est très important d'avoir en tout cas cette notion en tête. Et je conclurai sur cet aspect sur une chose, c'est-à-dire que quand on calcule le rendement brut, c'est-à-dire qu'on se dit que j'achète un appartement à 50 millions de francs CFA, soit à peu près, grosso modo, 75 000 euros, et que je le mets en location à, je dis une bêtise, 700 000 francs CFA à peu près. Quand je fais ce calcul-là, moi, j'essaye de calculer à peu près mon rendement. Et mon rendement, je peux tomber sur un chiffre en pourcentage qui peut aller entre 12, 13, 14%. Quand j'ai un rendement brut, après, il faudra que j'enlève les différents frais, que ce soit les impôts, les charges, etc. Mais quand j'ai un rendement brut, je me dis, si l'inflation est à 2, 3 à 4%, mais quand mon rendement brut est à 12, 13, 14%, même quand je vais le passer en net, j'arrive à créer un gap de valeur qui fait que je m'en sors. C'est ça. Et en fait, le rendement brut immobilier, il ne faut pas juste en être content comme ça dans l'absolu. Il faut toujours le comparer à l'inflation, le comparer à un véhicule d'assurance vie avec un taux classique entre 4, 5, 6, 7%,
le comparer à une épargne disponible en banque à 3, 4, 5%, le comparer à un placement boursier sur 10 ans, et en faisant ce travail de comparaison, ben, j'arrive à me dire est-ce que je suis en train de faire des bons choix ou des mauvais choix. C'est ça, c'est ça. Mais il faut vraiment être avisé. Pour aller dans ton sens, surtout dans les pays en développement, qui dit retraite ne veut pas dire moins de charges. Eh oui, bien sûr. Ok. Bien Vous sûr. savez que chaque salaire couvre combien de familles? C'est vrai. Voilà, chaque CDI couvre combien de familles? Donc, c'est pas parce que une personne peut faire toute sa carrière, qu'il arrive en fin de carrière, qu'il aura moins de charges. Peut-être qu'il aura le même niveau de charge. Bien sûr. Peut-être que lui, on va dire, je vais pas dire frais de maintenance, mais bon, dans son quotidien, peut-être que lui, à son niveau, il aura moins de charges parce qu'il aura moins de besoins, moins de déplacements, moins tout ça. Mais autour de lui, il est soutien de combien de personnes, il n'aura pas forcément moins de charges. Bien sûr. Donc, ceux qui sont vraiment avisés, il y en a plein que j'ai rencontrés ici, ils arrivent. Et c'est-à-dire, ça, c'était avant tout ce qui est vulgarisation de tout ce qui est assurance. Ils ont fait leurs petits investissements tranquillement. Arrivant en retraite, ils vivent de leur loyer. Bien sûr. Et je prends le cas de quand je dirigeais un établissement au Sénégal. J'avais un de mes collaborateurs, je ne citerai pas son nom pour ne pas le mettre en difficulté, mais qui m'avait impressionné. Parce qu'en fait, après certaines conversations qu'on avait eues sur l'épargne, la gestion de son patrimoine, il avait beaucoup de croyances limitantes sur l'idée que quand j'ai un salaire qui est assez modeste, je ne peux rien faire et que j'ai pas de possibilité, etc. On avait tellement discuté là-dessus en off, entre deux couloirs, parfois les soirs en fin de journée, qu'un jour, il avait convoqué une réunion de famille. Et il avait réuni toute sa famille en leur disant, écoutez, si moi je continue à maintenir les mêmes types de décisions aujourd'hui, dans 10 ans, 15 ans, quand j'aurai mal au dos, je serai fatigué, je ne pourrai plus travailler autant, la famille, elle va à sa perte. Donc aujourd'hui, je vais prendre des décisions dures pendant 5 ans. On va faire ça, ça, ça et ça. On va reconcentrer nos investissements sur ça, ça, ça et ça, pour qu'on soit propriétaire au moins d'une petite maison, pour qu'on puisse prendre notre retraite tranquillement, pour qu'on puisse financer les études, etc., etc. Et quand il m'avait raconté ça, il m'avait dit que sa famille avait compris, ils avaient compris les raisonnements, etc. Il m'avait dit en fait tout simplement que nous, on ne nous expose pas à ces options. On nous condamne à reproduire le même cycle de je gagne, je dépense, parce que demain ne nous appartient pas. C'est ça. Mais si on veut que le destin du continent africain évolue, il faut qu'on commence à considérer que demain peut nous appartenir. Parce que si on cède demain par forfait, on est à la finale de la Coupe du Monde, on déclare forfait. On dit demain, c'est pour l'autre équipe. Non, ça, nous, on a déjà perdu. Ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas déclarer forfait. Ouais. Il faut dire oui, on est mené 3-0, on est mené 4-0 à la mi-temps, mais la remontada, ça existe. Ça existe, ouais. C'est pas voilà, toi qui es fan de foot, je sais que tu vois de quoi je parle. C'est ça. Excellent. Maintenant, on va essayer d'aller aussi parce que, en tant qu'assureur, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ton bilan de fin d'année, tu te dois d'avoir en actif des biens immobiliers. Ne serait-ce que pour toi, pour te garantir, pour te sécuriser et pour avoir une assise solide. Donc, ce qui a fait que de facto, vous êtes rentré dans l'immobilier et vous avez fait une vie très intéressante dans l'immobilier. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'une de vos constructions ou une de vos réalisations immobilières assez marquantes que tu peux nous donner et des leçons que tu as tirées de cette réalisation immobilière? Ok, je peux en donner deux au Sénégal. La plus marquante, il y a 10 ans, un immeuble résidentiel qui s'appelle l'immeuble Monouri, qui est bien connu à Dakar. C'était l'un des premiers qu'on a construit début jusqu'à la fin, qui nous a permis d'apprendre aussi également, surtout le volet construction, au niveau des fournisseurs et autres, parce qu'il y a toujours la courbe d'apprentissage. Bien sûr. Mais le pari à l'époque, c'était d'importer le luxe occidental au Sénégal, parce qu'on savait qu'il y aurait une population qui veulent avoir un certain confort, et on était les premiers à le faire. Et ça a bien marché. Okay. Voilà. C'est-à-dire prendre le pari de mettre dans un immeuble, d'avoir une piscine, d'avoir un bar pour recevoir, d'avoir une salle de sport, une salle de massage, parce que les personnes à un certain niveau, on se disait, vont pas se déplacer. Bien sûr. Je veux dire, arriver à un certain niveau, c'est le prof de sport qui vient à domicile, vous n'allez plus à la salle. Par exemple. Bien sûr. Et ce que tu évoques là, c'est un ratio que je trouve très intéressant, que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à investir dans des programmes immobiliers.
ou à acheter des appartements dans des immeubles existants, de s'interroger sur le ratio de mètres carrés liés aux parties communes, C'est ça. donc aux espaces de vie, et les mètres carrés habitables. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on ne peut pas tout bonnement maximiser toute la parcelle de terre et de construire sur 100% de la parcelle. Déjà, c'est pas autorisé parce qu'il faut laisser des reculs, etc. Mais aussi, c'est invivable. Et en fait, avec le temps, les copropriétés qui ont fait attention à un espace de circulation suffisant, une piscine, une aire de réception, un petit bar, comme tu as dit, une salle de sport, une petite crèche pour les enfants. Ces résidences-là, le même appartement dans une résidence comme celle-ci, versus le même appartement dans une résidence où il n'y a que des appartements sans aucun service, le prix au mètre carré ne sera pas le même. Bien sûr, mais tu veux savoir comment ça s'appelle? C'est un type d'investissement. C'est du résidentiel multifamille. Du résidentiel multifamille, parce que justement, quand tu mets des parties communes comme ça, ce sont des familles qui viennent. Voilà. Au lieu que quand c'est juste, on va dire, des studios, bon, c'est des étudiants, donc c'est pas le même niveau de revenu. Alors, pas forcément que des studios, Oui. Parce que tu as aussi dans des immeubles résidentiels où il y a des très grands appartements, mais des toutes petites parties communes, voire zéro partie commune. Tu rentres dans un tout petit hall, tu montes dans ton appartement et c'est terminé. Et dans certains quartiers aujourd'hui, avant, je trouve que quand j'écoute les anciens parler de Dakar et d'Abidjan, ils disent qu'avant, on achetait les quartiers. Parce qu'on partait du principe que dans tel quartier, c'est obligatoire qu'on trouvera ce minimum de standards. On n'avait pas besoin de regarder deux fois. Il y avait la réputation des Almadies, par exemple. On se disait, t'achètes aux Almadies, c'est une certaine qualité. T'achètes à fin de résidence, c'est une certaine qualité. Cocody Ambassade, c'est une certaine qualité, etc. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus croire en ça. Parce que tu as des promoteurs qui vont dans ces quartiers historiquement haut standing, vont maximiser le mètre carré en se disant je vais rentrer un maximum d'appartements, je fais ma promotion, je vends et je pars. Et je ne reste pas pour savoir si la qualité de vie est bonne, si les loyers sont élevés, si la copropriété est bien gérée, si le syndic de copro fait son travail de maintenance préventive, etc. etc. Bon, ça, c'est la différence entre le court terme et le long terme. Et oui. Nous construisons et nous faisons la gestion derrière. Parce que vous gardez et vous louez derrière. C'est ça. Donc, c'est vos actifs. Donc, vous avez tout intérêt à ce que le patrimoine soit le plus valorisé possible. C'est ça. Donc, comme on n'est pas sur de la vente à court terme juste pour faire un coup, sachant qu'on est sur de long terme où on veut fiabiliser, donc en termes de gestion, on va faire attention dans les parties communes à ce que l'habitat soit agréable. Bien sûr. Je pense que c'est vraiment ça le plus important, que l'habitat soit agréable. Surtout quand vous avez des multifamilles, vous avez des enfants, il faut que ce soit agréable. Vous avez beaucoup d'immeubles, c'est notamment le cas au Sénégal, où il y a juste du béton. Bien sûr. Où il y a juste du béton. Donc, il y a beaucoup de gens qui habitent en appartement, mais malheureusement, beaucoup d'enfants n'ont pas accès à un jardin. Il n'y a pas de jardin. Si dans l'immeuble, il y avait un petit jardin... Ça ferait toute la différence. Ça ferait une petite différence. Oui, bien sûr. Voilà, surtout quand ils sont petits, ils peuvent aller courir un petit peu. Il y a la sécurité. Il n'y a pas forcément de jardin. Il n'y a pas... Bon, la piscine, ça peut aller... Ça, c'est un autre standing. Mais c'est des choses... Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la vie des Africains agréable? Et toi, de ton expérience, quels sont les types d'appartements qui sont les plus appréciés par les locataires et sur lesquels vous faites votre meilleure rentabilité? Est-ce que c'est les petites surfaces ou les grandes surfaces? Les grandes surfaces. Ok. Les grandes surfaces parce que c'est famille, plus de personnes, donc plus de parties communes, on circule plus facilement. Donc c'est vraiment, on a plus de succès. Bon, après, en termes de marge sur du haut standing, voilà, vous allez toujours gagner plus que sur un autre type. Mais vraiment, voilà, quand on parle en termes de qualité, même de qualité de clientèle, parce qu'on est très sélectif sur la clientèle, on prend pas n'importe qui. C'est vraiment des grands appartements, des grandes surfaces, parce qu'en Afrique, nous sommes des familles nombreuses. Okay. Donc on peut c'est pas... ce qui vous permet d'avoir un meilleur remplissage. C'est ça, on ne peut pas calquer le type d'appartement qu'il y a en Occident ici, parce que ici, par exemple, un exemple, en France, on reçoit peu ou pas à domicile. Ok, on va se retrouver dans le café du coin, prendre un petit café, discuter, travailler, peu importe. En Afrique, on aime recevoir.
On aime recevoir à la maison, on aime recevoir la famille, on aime recevoir. Donc, il te faut de l'espace. Ok. À défaut d'avoir un appartement avec une dizaine de chambres, il te faut une grande salle à manger. Une grande salle à manger, une grande salle télé, avoir une belle terrasse où on peut se poser, profiter du vent. Ça, c'est très important parce que ça rend les choses agréables. Et est-ce que tu peux me raconter, peut-être que tu en as une en tête ou pas, une erreur de conception que vous avez fait sur un de vos projets immobiliers, que tu gardes en tête jusqu'à aujourd'hui en te disant dorénavant, nous, on fera plus cette erreur de conception architecturale? En erreur, bon, je ne vais pas dire nous, parce qu'on ne fait pas d'erreur. Non, c'est-à-dire que, bon, après, quand je parlais de la courbe d'apprentissage, parce que c'est justement dans ces petites erreurs-là que tu comprends le métier. Oui. C'est-à-dire qu'au début, tu fais une confiance aveugle à l'architecte. Oui. Ok, donc en termes de design, on va dire, tu veux prendre un architecte occidental, tout clinquant, avec un joli nom. Lui, quand il te voit, c'est un bon vendeur également. Donc il te dit, bon, tout ça. Donc tu te dis, bon, ok, voilà. Mais sauf que, est-ce que son dessin, son design est adapté à l'Afrique? Oui. Ok. Est-ce que de la manière dont ils ont orienté l'immeuble, c'est en prenant compte du vent? Est-ce que du fait que vous soyez au Sénégal, vous avez pris en compte l'érosion? Ok. Donc, c'est tous ces petits éléments-là que, quand tu commences, tu ne peux pas maîtriser, mais au fur et à mesure, tu as l'expérience, donc directement, tu fais attention. Et c'est-à-dire que limite, l'architecte même, c'est toi-même qui lui donne Bien sûr. ton cahier de charge. Et quelles sont les pièces sur lesquelles il ne faut surtout pas se rater quand on veut vraiment bien louer et maximiser son remplissage de location? Salle à manger, salle de bain. Ok. Voilà. Si la salle de bain, ça va pas, l'expérience, elle est mauvaise. Parce que lorsqu'on parlait justement de maximiser en fonction de l'espace, certains, ils vont vous faire un grand appartement, mais les toilettes sont toutes petites. Sachant que c'est un passage obligé plusieurs fois par jour, bon, ça rend l'expérience au quotidien assez pénible. Même si la salle de manger, la salle à manger est un petit peu plus grande, au final, vous allez préférer avoir une salle à manger un petit peu plus petite. Ça change rien. Les mêmes personnes peuvent se mettre à l'intérieur, mais d'avoir une salle de bain qui est un petit peu plus grande, par exemple. Et vous avez déjà rencontré des situations de locataires qui ne payaient pas leur loyer au Sénégal, et comment vous avez géré? Ah, ça, c'est compliqué. Ça sera pour un autre podcast. Ça sera pour un autre épisode. Ok, d'accord. Non, c'est-à-dire que il y a les voies légales. Okay. Voilà, c'est vraiment épuiser toutes les voies légales. Vous rentrez dans une bataille juridique. Il faut avoir le cardio, il faut avoir un bon juriste. Oui. Voilà. Il faut avoir le cardio. Mais en tout cas, il faut s'attendre à ce que ça puisse prendre du temps. Oui. Et est-ce qu'avec l'expérience que vous avez acquis sur ces aspects-là, maintenant, il y a des choses que vous prenez comme précaution en disant maintenant, on est précautionneux sur tel aspect parce qu'on sait que les litiges peuvent arriver? On applique le même principe que pour l'assurance. Oui. C'est-à-dire que en assurance, on parle de règles de souscription. La souscription, c'est je décide qui sera ma clientèle. Je décide sur quel segment je me mets parce que c'est un risque que je maîtrise. Ok? Celui qui va dans le bas standing, qui est payé à la semaine, c'est parce que c'est un segment qu'il maîtrise. Celui qui est sur le moyen et celui qui est sur le haut standing également. Tout à fait. Ok, donc nous avons un process très sélectif au niveau de la clientèle. Voilà, on pose toutes les questions. C'est-à-dire que monsieur travaille où, madame travaille où, est-ce que vous êtes en CDI? Première question. Est-ce que vous êtes en CDI? Est-ce que vous êtes en CDD? Si c'est des expatriés en CDD ou en CDI? Okay. CDD, ça ne m'intéresse pas. Ok. Parce qu'il y a un risque. En cas de fin de contrat non renouvelé, il faut piloter ce risque. Oui, ça ne m'intéresse pas. Alors que CDI, bon, voilà, je sais que même si lui, il a une difficulté où, par exemple, il peut dire « Ah, ok, par exemple, ce mois-ci, j'avais telle urgence à régler que le mois prochain, je me rattrape, on fait un moratoire, peu importe, on suit. » Après, c'est du suivi. Bien sûr. Le problème, c'est lorsque vous ne suivez pas. Tout à fait. Le problème, c'est lorsque vous laissez pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, quand vous revenez le voir, vous dites que « Ah, mais après, c'est le jeu, hein. » vous me devez tant, il va dire oui, mais non, je dois pas ça, j'avais payé. Oui. Est-ce que vous avez les justifs?
légalement, est-ce que vous avez fait des courriers aussi, de relance, bien sûr. de relance, est-ce que vous les avez notifiés, Mm. et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut avoir je dirais à tous les propriétaires ou institutions, à avoir un excellent département juridique. Un excellent département juridique, avoir des juristes qui sont curieux et qui ont du cardio, qui vont au bout des choses. Voilà, faut pas avoir peur. Et en ce qui concerne le marché d'Abidjan, aujourd'hui, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des opérations intéressantes dans l'immobilier que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire également, comme à Dakar? Il y a des opérations qu'on a faites, mais moins de nouvelles constructions ici que d'anciennes qu'on a rénovées, par exemple. Très bien. Donc, vous avez déjà réalisé des acquisitions pour rénovation et mise en location en Côte d'Ivoire? Oui. Ça n'a pas été des acquisitions pour rénovation, ça a été des acquisitions qui étaient dans le cadre de nos entreprises et que par la suite, vous avez un patrimoine. Donc, ce patrimoine, il faut le rentabiliser. Donc, voilà, dès que vous mettez un petit peu de sous de côté, vous rénovez. Quand vous rénovez, vous augmentez les loyers, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien sûr. Et donc, du coup, sur la Côte d'Ivoire, c'était plus un modèle d'acheter dans l'ancien que dans du nouveau et de la construction neuve, comme vous l'avez fait au Sénégal, c'est ça? C'est ça, Okay. c'est ça. Et je sais aussi que vous avez créé des logements étudiants, je crois, au Sénégal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça, oui, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on a rénové les logements étudiants au niveau de l'UCAD. Voilà, au niveau de l'UCAD à Dakar. La particularité, c'est que nous avons construit nous-mêmes et aussi nous avons une entreprise de briques en terre cuite. Donc nous produisons des briques en terre cuite au Sénégal. Donc c'est à partir des briques en terre cuite au Sénégal que ces logements étudiants ont été construits. La particularité, c'est que en termes on va dire tout ce qui est signature carbone en termes écolo, c'est beaucoup plus avantageux. Pourquoi ? Parce que lorsque, par exemple, tu vois ici, on est dans du béton classique, voilà. Donc, pour pouvoir fonctionner ici, il nous faut un climatiseur avec X chevaux. Okay, mais lorsque vous êtes en brique en terre cuite, l'isolation elle est meilleure, le vent circule plus, donc on n'a même pas besoin à l'intérieur d'un dortoir de mettre un grand climatiseur avec X chevaux. Bien sûr. C'est-à-dire que juste avec un ventilo électrique, donc ça permet d'économiser sur l'énergie, et ça, bon, c'est une réalisation qu'on espère voir dans 100 ans, par exemple. Et je sais que dans l'épisode qu'on a tourné avec Mamital, elle a beaucoup insisté sur l'importance de savoir construire aussi en briques de terre crue. Et elle a fait aussi la distinction sur le fait que tous les matériaux locaux n'étaient pas forcément des matériaux durables. C'est ça. Et donc, du coup, il fallait vraiment réfléchir en termes de local et durable. C'est ça. Parce que ce que j'avais mentionné plus tôt, en termes d'érosion, voilà, parce que si je prends juste Dakar, c'est une presqu'île, donc il y a l'érosion. Donc ça, il faut prendre ça en compte. C'est vrai que les matériaux locaux sont importants, mais il faut que ce soit durable. Nous, l'avantage qu'on a eu, c'est que ce sont des tests qu'on a fait pendant plusieurs années avant de venir proposer ça en solution, où on sait qu'aujourd'hui, bon, c'est sûr et certain, ça prend en compte tous ces aspects-là. Et puis au-delà de ça, l'avantage que la source soit locale, s'il y a un problème, ça peut se régler rapidement, versus aller importer des briques de Turquie, de Chine, ou peu importe. Et quelle est ta vision pour le marché de l'immobilier dans les prochaines années en Côte d'Ivoire et au Sénégal? Comment tu vois le marché évoluer? Je pense que à terme, c'est vrai que là, on est dans un petit peu une bulle qui est haussière. Je pense qu'à un moment, ça va se calmer, ça va se stabiliser. Il y aura moins de ventes et il y aura plus de locatifs. Okay. Je pense que donc ça va les promoteurs seront obligés de changer un petit peu de modèle, parce que pourquoi je dis ça? C'est vrai qu'on est dans des zones où les populations, en termes d'âge moyen, sont jeunes. Donc on peut se dire que les zones urbaines vont continuer à croître, il y aura toujours besoin de logements, tout ça, mais jusqu'à quand les villes vont s'étendre? Dakar, c'est une presqu'île. Tout à fait. On est déjà surpeuplé. On est obligé de monter. Donc, qui dit on monte, dit je ne vends pas des maisons individuelles, dit voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur du locatif
Parce que avec le prix du mètre carré qui fait qu'augmenter, le prix du mètre carré, le prix je sais pas moi, 1000 mètres carrés à Cocody, ici, versus il y a 50 ans, c'est pas possible. Il n'y a pas photo, ouais. Il n'y a pas photo. Donc, les nouvelles acquisitions ne vont pas forcément être sur des maisons. Ça va être des investissements sur des immeubles. Donc, on a tout intérêt à se professionnaliser sur cette gestion à long terme. Tout à fait. Voilà. Et tu as dit tout à l'heure que vous étiez aussi opérateur au Gabon. C'est ça. Comment tu vois le marché immobilier au Gabon? Est-ce que tu le connais? Moi, j'ai jamais été au Gabon personnellement encore. Est-ce que tu connais un peu le marché immobilier là-bas? Il est pareil que dans les autres pays. Tu sais, que ce soit le marché immobilier ou l'assurance, elle est très tributaire de l'économie. Oui. Quand l'économie va, il y a de nouveaux besoins. Il y a besoin de nouveaux logements, besoin de nouveaux bureaux. Voilà, il faut que les fonctionnaires soient à l'aise. Donc, on leur construit des cités, un petit peu ce qu'on retrouve ici, mutuelle par mutuelle. Donc, je pense que le Gabon a un pays d'avenir, surtout. Le Gabon a un pays d'avenir. Nous, en tout cas, au niveau du groupe, nous sommes présents là-bas pour le long terme. Voilà. C'est-à-dire que la vision du PDG, c'est vraiment que le groupe vienne accompagner l'Afrique dans son développement. Voilà, avec notre casquette de gestionnaire de risque, voilà, d'être un petit peu au centre de tout, permettre à ce que tout le monde soit à l'aise. Et donc voilà. Et quel conseil tu donnerais à des personnes qui aujourd'hui estiment que épargner c'est trop difficile, voire impossible, et qu'ils ne voient pas l'intérêt de constituer de l'épargne ou ne savent pas comment s'y prendre? Quel conseil tu leur donnerais? Je dirais que c'est une question de discipline. Et la discipline de chaque personne, elle est propre à lui. Je dirais qu'au-delà de la discipline, c'est important d'avoir une vision. Lorsque tu parlais de ton collaborateur, lui, il a réuni sa famille parce qu'il avait une vision. Il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer dans 10, qu'est-ce qui va se passer dans 15, qu'est-ce qui va se passer dans 20. Donc, c'est-à-dire que dès maintenant, il faut que je fasse des sacrifices pour préparer mon avenir, celui de ma famille, celui de mes enfants. Okay? Tant que la personne ne se dit pas ça, ne se dit pas on va voir sur le long terme, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'épargner. Parce que, je dis une bêtise, hein, mais je veux dire, à un certain niveau, les 30, 40 000 que tu épargnes, ça va rien changer à ta vie. Voilà. Ça va te faire une sortie en moins. Ça va te faire quoi? Une sortie, 2 sorties en moins. Voilà. Si tu fais un resto en moins dans la semaine et que tu mets ça sur l'assurance vie de ton enfant, c'est pas mieux. Donc, c'est des arbitrages vraiment en fonction de la vision de chacun. Bien sûr. Et de continuer peut-être à s'informer, à s'éduquer sur sur les l'intelligence financière. Oui, c'est ça. Et j'encourage vraiment tout le monde à vraiment s'éduquer, que ce soit sur Internet ou bien auprès des différents assureurs, les différentes banques, sur les différents produits qu'ils proposent. Voilà. De se renseigner sur les produits, de demander les contrats, de demander un second avis sur les contrats. Vraiment, voilà, de se faire entourer de spécialistes et surtout, comme j'avais dit au début, jamais se précipiter. Bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que je mets en avant que ce soit les initiatives de Philippe Simo qui fait des podcasts sur l'éducation financière, Kai et Moulay dans Entrepreneur State aussi qui reçoivent beaucoup de monde qui parle de ça, Laetitia aussi que j'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube avec ce qu'elle fait sur l'éducation financière. Je trouve que c'est très important de vulgariser et c'est pour ça que je te remercie aussi d'avoir répondu présent et d'avoir joué le jeu et d'avoir autant partagé sur ton expérience parce que le métier de l'assurance, c'est un métier qui est très important, mais on se rend compte de son importance quand le litige et le conflit ou le dommage se produit et c'est là qu'on a un flashback et on se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais peut-être souscrit à telle assurance. » C'est ça. Donc, comment tu pourrais un petit peu conclure et résumer les points importants de l'échange qu'on a eu et quels sont les 1 ou 2 points que tu veux vraiment mettre en avant et qui te tiennent à cœur aujourd'hui? Bon, c'est vrai qu'on a eu un très bel échange. Je dirais, si les auditeurs doivent retenir quelque chose, la confiance n'exclut pas le contrôle. La vérification. Donc, vérifier toujours, ne jamais se précipiter lorsqu'on rentre dans un investissement. Toujours vérifier, encore vérifier les références de celui qu'on va contracter.
Derrière, si on est propriétaire, vraiment faire attention à sa clientèle aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut penser au scénario catastrophe et faire son dispositif à partir de là. Troisièmement, le fait que l'assurance, tout ce qui est tourisme chantier, tout ce qui est habitation, tout ce qui est RC décennal, vraiment dans l'esprit de tout le monde, ça doit être quelque chose qui doit être obligatoire. Et enfin, pour mes frères africains de tous les continents, ayons une vision long terme. Merci, je ne peux pas avoir une meilleure conclusion que ça. Merci en tout cas d'être venu. Merci pour ton temps. Merci. Et j'espère que je te recevrai encore pour parler encore plus d'immobilier et de projets et d'assurance. Ok, la prochaine fois, sûrement à Dakar. Avec plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt, Salut. merci. Salut.